Il m'a même envoyé un message sur Instagram. J'ai vu Inc- la pastille certifiée Steven Gerrard. J'ai dit, ah ouais! Le train, il passe qu'une fois et je voulais pas rater le train du Barça. Il y a cet épisode de la remontada, tu l'as vécu de l'intérieur. Moi, j'ai une vision de ces masterclass du coach. Et là, tout le monde y croyait, mais à 3 milliards de pourcents sur le banc. Je suis dans mon appartement avec ma femme et on entend un énorme boom. Et en fait, quand j'arrive là-bas, je vois que c'est pas une personne. Toute la Rambla, elle est décimée. Jamais je me suis de savoir si ma vie, elle pouvait être en danger. Ou je faisais ce qui me paraissait le plus humain possible, en fait. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur. Je lui ai dit en off, hein, j'ai galéré à l'avoir et je suis trop content de le recevoir dans cette émission. C'est Lucas Digne. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, continuez de soutenir le projet Call Interview. Sans vous, il vaut rien du tout. Alors, lâchez les likes, lâchez les commentaires, mais surtout abonnez-vous pour qu'on ait des personnalités de plus en plus importantes comme c'est le cas aujourd'hui avec Lucas. Je vous ai assez fait patienter. C'est parti, Lucas. Comment tu vas, mon ami? Bah écoute, ça va, hein, ça va, très content d'être là. Et comme je t'ai dit tout à l'heure en off, franchement, j'adore ce que tu fais, j'adore tes interviews C'est gentil. et j'ai hâte qu'on commence. C'est gentil. Moi aussi, j'ai hâte qu'on commence parce que j'ai pas mal de questions à te poser. Mais la première, en plus, on va parler de choses très positives. On va parler de ton actualité parce que pour Aston Villa, ça se passe plutôt pas mal. Comment ça va depuis la reprise? Non, bah écoute, ça va super bien. On enchaîne les victoires et les bonnes prestations avec beaucoup de buts. Donc non, tout va bien et il faut qu'on continue comme ça, hein. Vous sortez d'une petite gifle que vous avez donnée à West Ham le week-end dernier. Ça va? Vous êtes heureux? Ouais, on est heureux. Ouais, ouais. C'était notre 11e victoire à domicile en Première Ligue. Donc c'est cool devant nos fans d'avoir cette atmosphère-là, de pouvoir partager ces moments. Et en plus, on est sur les deux derniers matchs, on a mis 10 buts à domicile. Donc c'est vraiment un super ratio et il faut qu'on continue comme ça pour aller le plus haut possible. Tu sais, j'ai eu Kurt. Alors, son interview va sortir après la tienne, mais D'accord? j'ai eu Kurt en interview qui me parlait de West Ham et Aston Villa, c'est un peu le même genre. C'est des clubs importants. Tu sais qu'on a toujours vu, nous, les fans de Premier League, on Ouais, a ouais. toujours vu ici. Quand le club est descendu, c'était compliqué, mais là, de vous voir revenir en plus à un niveau où je trouve que vous êtes en train de faire franchir un cap encore au club, qui est assez important. Battre West Ham, c'est significatif parce que pour moi, c'est un de vos, même s'ils ils évitent de le crier pour l'instant, mais c'est un de vos concurrents pour l'Europe Ouais, pour ouais, la bien saison sûr. prochaine. Vous vous placez où? Parce que c'est un peu comme le club, enfin, c'est un peu comme West Ham. Vous avez super bien fini la saison dernière, mais on ne sait pas trop où vous placer du coup dans la hiérarchie parce que les places, elles valent cher en première ligue. Les, les places, elles valent super cher. Après, faut pas se mentir, il y a un il y a un top 4 top 5 de très grosses équipes. Donc, je pense que nous, là, en ce moment, on est cinquième, donc c'est très bien. Mais je pense que si on veut être objectif, faut qu'on vise une place européenne, donc être dans les 7 premiers. Si on peut accrocher ce wagon-là, ce serait super. D'accord. J'ai plein de questions par rapport à la tournure qu'a pris le club. Toi, t'as signé à Aston Villa il y a maintenant, c'était en janvier 2022, donc tu as connu une saison et demie Bientôt 2 ans, ouais. complète, bientôt 2 ans. Ouais. L'adaptation, comment ça se fait? Parce que tu reviens d'un club aussi qui était très important, qui est très important en première ligue, c'est Everton. La santé, malheureusement, au moment où toi, tu as rejoint le club et tout ce que tu as vécu n'était pas dingue, mais c'est un club très important. Est-ce que ça change tout dans la façon de jouer la première ligue et de la vivre, de jouer dans un club qui joue comme ça, le haut du tableau et les places européennes, que de jouer le maintien? Ça change tout? Bah moi j'ai eu la chance quand je suis arrivé à Everton, ils jouaient pas encore le maintien. Donc Ouais. le club avait plus ou moins les mêmes objectifs qu'à l'heure actuelle Aston Villa. Ils voulaient être européens, bon même si c'était beaucoup plus compliqué. Mais après ouais non c'est sûr que c'est complètement différent de jouer le haut du tableau que le bas. Le haut du tableau c'est palpitant, il y a un stress entre guillemets positif, tandis que quand tu joues le bas du tableau c'est plus compliqué quand tu dois te battre pour le maintien et te dire, ah ouais, non, ce match-là, on a vraiment besoin des 3 points, sinon on risque de descendre. Quand tu regardes vers le bas, ça commence à être plus compliqué. Mais la motivation, enfin, pour le coup, même quand tu joues ta survie, elle est encore décuplée. Est-ce que c'est vraiment le plaisir qui fait la différence? Le plaisir qu'il y a sur le terrain à aller chercher 3 points pour des objectifs ambitieux ou 3 points pour la survie? C'est vraiment ça la diff? La diff, il y a aussi les fans, hein, parce que Ouais, les c'est fans, vrai. ils ont une espérance aussi. Ils ont beaucoup d'attentes aussi derrière et le fait de rester en première ligue, c'est une très grosse attente aussi autour du club parce qu'il y a il y a énormément d'argent aussi derrière pour le club. Et donc, non, c'est un tout en fait. C'est un tout, D'accord. mais le plaisir que tu as à jouer sur le terrain, c'est sûr que quand tu joues le haut du tableau pour jouer la Champions League ou pour jouer l'Europa League,
c'est exceptionnel. Eh ben, savoure, tu le mérites, savoure, parce que tu as connu des hauts et des bas, on va en parler, mais Ouais, savoure, ouais, savoure. Tu as c'est une belle gentil. carrière en tout cas, et là, en tout cas, ça Merci. se passe très très bien. Pour parler un petit peu du contexte de ton arrivée à Villa, tu as rejoint le club sous Steven Gerrard. Je me rappelle de ta déclaration quand tu as signé, où tu étais hyper excité à l'idée de bosser avec lui, que ça avait fait Ouais. une grosse différence dans ton choix. Parle-moi un peu du bonhomme que tu as rencontré. Comment il t'a séduit pour signer à Villa, même si quand tu vois la situation des deux clubs, tu as Ouais, très ouais. bien fait. Mais comment il t'a séduit pour rejoindre le club? Bah, en fait, j'étais en froid avec mon entraîneur à Everton, avec Rafael Benitez. Et donc, du coup, dès qu'il a vu que j'étais en froid avec Rafael Benitez, il m'a appelé directement. Ok, Il a eu mon numéro, je sais pas comment. Il m'a appelé. Et il m'a même envoyé un message sur Instagram. J'ai vu incroyable. la pastille certifiée Steven Gerrard. J'ai dit, ah ouais! Donc, non, non, ça c'est une sacrée anecdote parce que je me suis dit, ouais, c'est le coach 2.0. Je dis, De fou. il m'envoie un DM, donc ça m'a fait sourire. Et du coup, on a commencé à parler au téléphone. Il m'a dit, ouais, je te veux absolument. Je sais pas si on pourra le faire financièrement. Au début, il me parlait d'un prêt. Je dis, moi, un prêt, ça m'intéresse pas. Il dit, j'ai mes enfants, donc il faut que j'ai un transfert pour pouvoir m'installer et avoir de la stabilité. Et donc, du coup, il m'a dit, non, non, je te veux absolument, donc on va le faire. Et une semaine après, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, on va tout faire pour te recruter. Et puis, 3 semaines après, un mois, j'étais là-bas. Alors, tu l'as dit, tu étais en froid. C'est incroyable l'anecdote d'Instagram, c'est incroyable. Les réseaux sociaux, ça change la vie, c'est un truc de fou. C'est fou, hein? Je vois que les coachs, ils utilisent même les mêmes moyens que moi pour essayer de vous avoir en interview. C'est Non, incroyable. mais franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ouais, quand Ah ouais, c'est même. fou. C'est fou. Le DM qui fait vibrer, parce qu'on en reçoit des DM, tu vois, mais un Ouais, DM non, comme mais ça. celui-là, non, franchement, j'ai dit, ouais, non. En plus, c'est vraiment une bonne personne. Ok, ok. Ouais, tu me dis, du coup, tu étais en froid avec le coach à Everton. Ce qui est fou, c'est que tu as été capitaine d'Everton. Et ça, c'est bravo, monsieur, parce qu'on l'a dit, c'est un club très important en Première Ligue et qui ne prend pas ce genre de rôle à la légère. Comment ça fait dans sa tête de passer de capitaine à Everton à clash avec le coach, donc presque mis de côté, à devoir partir dans un club où au final, tu as un rôle qui est complètement différent. Tu fais partie des cadres parce que tu as un vécu, parce que tu as une carrière, mais tu n'as pas ce rôle de capitaine. Ouais, tu repars de zéro. Ouais, ouais. C'est dur de vivre ça ou pas? Non. Non, après, en fait, à partir du moment où on a été en froid avec le coach, je savais dans quoi je pouvais m'engager aussi. Je Ok. savais que ça pouvait arriver aussi parce que j'étais pas d'accord sur des valeurs humaines, on va dire. Et donc, du coup, je savais que ça pouvait arriver et voilà, j'ai pris mes responsabilités parce que ça faisait partie aussi de mon rôle de capitaine d'être dans cette optique-là et de vouloir le bien du club, tout simplement le bien de Everton. Et pour moi, ça en faisait partie, donc j'ai pris mes responsabilités et voilà. Après, non, je repartais de zéro. Plus ou moins, je savais que le coach me voulait aussi à tout prix. Je savais que j'allais jouer aussi et que c'était important pour moi de jouer et de m'amuser, surtout de Hmm. prendre du plaisir en première ligue. Et il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Du coup, tu rejoins Villa. Alors, les résultats n'étaient pas aussi fous que ce que Non. vous avez depuis un an maintenant. Mais comment ça se passe, ces premiers pas? Tu me parles d'un coach qui est une super personne. Est-ce que tu sais pourquoi Ouais, ça n'a pas si bien matché? Et dis-moi, parle-moi un petit peu de cette personne qu'il est, justement. bah. Pourquoi ça n'a pas matché? Je pense que déjà, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Moi, je suis arrivé, Philippe Coutinho est arrivé. Il y a eu pas mal de blessés aussi entre-temps. Il y a eu un peu, entre guillemets, un peu de malchance aussi. Les choses ne tournaient pas forcément en notre faveur. Et après, quand on est revenu la saison dernière, on a une préparation qui était plus ou moins catastrophique en Australie, où on a voyagé, on a eu des terrains qui étaient catastrophiques. Donc Ok. ça a pas aidé le coach pour préparer la saison correctement. Et quand on est arrivé au final, bah, il n'y a pas de surprise. Tu arrives en première ligue, t'es pas prêt ou tu es trop grillé directement. Et donc, du coup, on commençait à perdre les matchs au début. Et après, bah, ça va vite, hein. Dans le foot, tout va vite. Donc, La prépa, elle était catastrophique en Australie? ouais, c'était compliqué. Ouais. On a eu, bah, déjà, tu as le décalage horaire. Ensuite de ça,
on prenait des vols compliqués pour y aller. Donc c'était compliqué aussi pour nous. On a dû voyager dans trois ou quatre villes différentes. Ok. Donc c'est pas optimal comparé à cette année où on a fait les États-Unis. T'as moins Ouais. d'heures de décalage, les infrastructures elles étaient beaucoup mieux. Donc du coup c'était plus optimal pour préparer la saison et tout était mis en œuvre pour que dès le début de saison on cartonne et c'est ce qui se passe. Bon, Steven Gerrard, ça s'est pas si bien passé, tu l'as dit, malheureusement, parce que c'est vraiment, j'aime bien les valeurs du coach, j'aime bien ce qu'il veut mettre en place. Et puis, non, c'est une légende du Ouais, football. ouais. Donc, je suppose que tu as bien profité. Si tu as une anecdote, à part Instagram qui était déjà fou, il y a une anecdote qui nous permet de comprendre un peu comment il est en dehors du Steven Gerrard qu'on a Ouais, c'est l'habitude un de voir. capitaine. Ouais, franchement, c'est un capitaine. C'est Quand il vrai? fait ouais, il parle pas beaucoup pendant la semaine. Ok, Il regarde, il met ses séances en place, mais jour de match, c'est capitaine, c'est monsieur, et quand il parle, tu l'écoutes. Tu sens que il a un vécu, en fait. Quand il va parler pendant sa causerie, c'est vraiment charismatique. ok, C'est vraiment intéressant. Et c'est différent des autres coachs que j'ai eu parce que c'est un des plus jeunes aussi que j'avais eu. Mais c'est tout aussi fort quand il va parler parce que tu as son vécu de joueur et derrière, il y a le vécu d'entraîneur aussi. Et il essaie de transmettre ça et il y arrive bien pendant ses causes. À te ok. transmettre la rage, tout ça. Non, non, il est costaud. Ça marche. Bon, du coup, parle-moi du changement un petit peu qu'il y a, parce qu'il y a Unai Emery qui arrive. Unai Emery, c'est... J'aime bien le comparer un petit peu, quand je préparais cette interview, je le comparais un petit peu avec toi, parce que je trouve que, en tant que coach, hein, je parle, parce qu'en tant que coach, c'est quelqu'un qui a toujours montré de la qualité, toujours montré une grosse base solide de travail, d'idées qui étaient vraiment cohérentes, et à qui on n'a pas forcément laissé le temps de s'épanouir comme il le mériterait, tu vois. Et on va y venir par rapport à toi, parce que je trouve que Ouais, la comparaison, elle tient la route, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais c'est quoi la grosse différence qu'il a su importer dans ce club-là qui fait que la mayonnaise, elle a pris quand même, finalement, quand tu prends du recul, assez rapidement? Qu'est-ce qui fait que ça match comme ça? alors là, c'est une bonne question. Non, pourquoi ça marche? Parce que déjà, c'est un bourreau de travail. Ouais, C'est un bourreau de travail. Il est là non-stop au club. Il ok. travaille tout le temps. Par semaine, on doit être à 3 4 heures de vidéo, Ok, tous ensemble. Donc, il laisse pas de place à l'incertitude et il est toujours dans le détail, dans le souci tactique, de bien comprendre, de bien expliquer aux joueurs. Il prend son temps, il veut vraiment que tout soit clair pour qu'au final, sur le terrain, il n'y ait pas de point d'interrogation et que tout le monde sache ce qu'il doit faire. Et au ok. final, ça marche parce qu'il arrive à bien motiver les joueurs, il est proche de nous aussi. Donc, sincèrement, c'est le travail qu'il arrive à faire avec nous est vraiment incroyable. Ça marche. En tout cas, on vous souhaite, tu sais, vu que tu connais l'émission, tu sais que je supporte Tottenham. Donc soyez Ouais, cool. je sais. Soyez cool. Voilà. S'il faut laisser une place en Ah, mais Ligue des Champions. il faut une bonne saison pour l'instant. Ils font vraiment une bonne saison avec Tu le vois, nouveau coach. le problème, c'est quand on commence à dire ça pour Tottenham, après, ça s'écroule. Donc on dit rien. Tu vois, tous les fans, ils se Ah, taisent. mais ils ont un nouveau coach. Ils ont un nouveau coach. C'est vrai, c'est costaud. C'est costaud. À l'heure où on parle, ils vont jouer ce soir pour essayer de retrouver la première place. Mais dans cet amas de clubs qui jouent l'Europe, alors évidemment, on va mettre City, on va mettre Liverpool même, même si par rapport à la saison dernière, c'était un peu plus compliqué, mais je mets Liverpool quand même à part. Arsenal, c'est un point d'interrogation à mes yeux parce qu'il y a une grosse saison l'année dernière, mais je ne sais pas trop où ça va être cette saison. Ah, je pense que tu peux les mettre dedans. Ok, on va les mettre dedans. Ouais, ouais. Vous vous mettez où? Je vous mets avec, moi, dans ma tête, je vous mets avec les Tottenham, avec West Ham potentiellement. Je vous mets avec qui d'autre? Je vous mets avec même Brighton, qui est en train de Ouais, construire un très Brighton. gros projet. Ouais, ouais, ouais. Je vous mets dans ce groupe de clubs-là qui va se battre pour rafler la quatrième place de Ligue des Champions, voire l'Europa League. Vous vous mettez là ou pas? Ouais, comme je te disais tout à l'heure, franchement, c'est compliqué parce que tu as aussi Newcastle, t'as Manchester aussi Newcastle. qui va sûrement revenir, Chelsea aussi. Il y a vraiment beaucoup de monde en première ligue. Donc après, non, je pense, ouais, pour être, euh, pour être vraiment réaliste, ouais, ouais, dans les 7 premières équipes, ce serait vraiment super. Ça marche. Bon, on a bien parlé de ton actu. Tu sais que dans cette émission, on aime bien se plonger dans le passé. Ouais, Donc, let's go. on va reprendre les bases. On va reprendre les bases. Et quand on reprend la base, je vois que tu es né à Meaux. Ouais, Tu es né à Meaux et je vivais à Meaux il y a encore 4 mois. Donc, je connais très bien le coin.
C'est un gros, pour ceux qui savent pas, Meaux en Île-de-France, c'est quand même un gros vivier foot. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu énormément de joueurs là-bas, toujours des équipes cohérentes, toujours, bref, une grosse compétition. En général, pour les jeunes, quand tu allais à Meaux, tu savais que ça allait pas être un match facile. Est-ce que toi, le foot, il devient tout de suite important avec une ambition ou est-ce qu'au contraire, cette idée, elle se déclenche assez tard dans ta tête? En fait, j'ai commencé à jouer au foot avec mon frère quand j'étais Mhm, tout petit. Et au final, à force de jouer l'un contre l'autre, à force d'aller voir mon père jouer au foot le dimanche, on allait le voir, on jouait tout le temps à côté. Et au final, je pense que c'est venu petit à petit et en me disant, ouais, j'adore ça. Et après, mon frère est rentré à Lille, au centre de formation à 14 ans. mhm. Donc, du coup, à force d'aller le voir, je pense que ma passion, elle s'est décuplée et je me suis vraiment dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Et à 12 ans, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Lille et après, j'ai tracé ma route, hein. Donc les parents, la famille étaient déjà préparés à ça. Avec le grand frère qui était, il y avait déjà une projection dans le monde du foot. Ouais, avec, bah après, quand on jouait, quand on était plus petit, il y a toujours des petits recruteurs aux alentours qui venaient parler à mon père, etc. Donc, du coup, après, je pense que mon père, de ce côté-là, avec ma mère, ils ont commencé à se dire, ouais, il y a des possibilités pour que peut-être qu'ils essayent au moins de tenter leur chance. Et je pense qu'ils s'étaient préparés aussi pour ça. D'accord. Ok. Tu l'as dit, à 12 ans, si je dis pas de bêtises, hein, tu rejoins Ouais, le LOSC. ouais. C'est dur ou pas les premiers mois, les temps d'adaptation, c'est compliqué ou pas? Bah moi, j'avais la chance de rester chez mes parents et d'aller au collège. Donc après, ouais, c'est pas, tu quittes tout ce que tu connais, tous tes copains, Ouais. tu quittes tout. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir mon noyau avec mon frère à côté, mes parents. Donc j'avais le noyau dur qui était là. Et après, je savais pourquoi j'y allais aussi. C'était pour tenter mon rêve et d'essayer de toucher le Graal, entre guillemets. Donc, c'est sûr qu'il y avait toujours cette petite étincelle au loin et tu te dis, ah, tu vas pas pour rien, quoi. Il y a un point particulier, que ce soit ta personnalité ou même tes qualités de footballeur, que tu as dû travailler, corriger, développer un peu plus que le reste pour passer pro ou pas? Je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense que j'ai vraiment dû travailler sur la patience. Ah ouais? J'étais quand même assez foufou, entre guillemets. J'ai toujours pas mal de qualités athlétiques, etc. Mais quand j'étais plus petit, bah, du coup, pour canaliser tout ça, ne pas toujours tout faire vite. Donc, du coup, mes coachs me disaient, ouais, calme-toi de temps en temps, essaie de doser. Donc, du coup, j'ai dû vraiment faire attention à ça. Ok. Bon, on va parler de tes premiers pas en tant que professionnel au LOSC. Rudy Garcia, c'est lui qui te lance vraiment dans l'équipe première. Je me Ouais. souviens encore j'ai revu les images en plus en préparant l'interview, j'ai revu. T'as pas énormément changé, mais Non, t'as j'ai une toujours la tête, t'as une tête de babyface. bébé. T'as une tête de bébé quand même quand tu Ah, commences. j'ai pas de barbe, j'ai rien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et t'as une tête de Mais j'ai bébé vraiment. commencé jeune aussi. J'ai Ouais, commencé c'est jeune vrai. pour ma défense. Bah justement, c'est hyper intéressant quand on voit des talents précoces comme ça sortir. Rudy Garcia, parle-moi un petit peu de la façon dont il t'intègre à l'équipe. Comment ça se passe la première fois que tu intègres l'équipe première? Alors, ça a été petit à petit. Ouais. D'abord, j'ai signé mon premier contrat pro. Je faisais que des entraînements avec eux. J'ai signé mon premier contrat pro vers 16 ans. Et je Ok. faisais que des petits entraînements de temps en temps quand ils avaient besoin de joueurs en plus, tout ça. Et ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais avec la CFA. Donc, j'avais commencé très jeune avec la réserve. Et Mhm. donc, je faisais avec la CFA, etc. Je faisais les entraînements. Et en stage de pré-saison, il m'a emmené en pré-saison avec lui. Il m'a dit il avait déjà 2 doublures à gauche, mais qu'il avait besoin d'une doublure à droite pour Debuchy. Ok. Donc, moi, jouer à droite, très Ouais. compliqué. Mais bon, il voulait me prendre, il m'emmenait aux entraînements, il me mettait en confiance et il faisait tout pour me mettre bien, entre guillemets. Donc, ça a commencé comme ça. Ok. Finalement, tu finis par rejoindre vraiment l'équipe et le groupe professionnel avec une implication de chaque week-end. Ouais. Les premiers pas en Ligue 1, c'est compliqué ou pas? Quand on est si jeune, parce que tu es jeune, hein, finalement. Ouais, non, je suis jeune, mais moi, je suis arrivé dans une équipe qui tournait super bien, Ouais, c'est vrai. avec des anciens qui m'ont couvé
comme je sais pas quoi. J'avais Rio Mavuba, j'avais Rosenal, Beria, il y avait tout le monde était autour de moi. Laurent Balmont, il me couvait, il me mettait le mieux possible et le plus en confiance possible, en fait. Et du coup, pour moi, c'était facile. J'avais juste à me concentrer sur la partie foot. Le coach me donnait toute la confiance qu'il pouvait. Ouais. Il m'a même fait tirer les pénaltys aussi. Donc, pour te dire, quand t'es jeune et qu'on te dit, bah vas-y, tire le penalty en Ligue 1, tout ça, bah, c'est juste un rêve, quoi. Tu l'as dit, le coach, il te fait confiance sur ta première saison, vraiment impliqué dans le groupe pro, il y a 18 matchs Ouais, joués. C'est déjà beaucoup. La saison suivante, écoute bien, il y a 44 matchs joués. ouais, Donc le gap, il est incroyable. On sent vraiment que le coach, il a envie de te faire participer et envie de te faire grandir. Aujourd'hui, avec le recul, tu as connu plusieurs championnats. Ouais, t'as connu plusieurs championnats. Tu as connu l'Italie, tu as connu la Liga, tu as connu bah, maintenant la Première Ligue. C'est un atout de commencer en Ligue 1 parce qu'on voit que tous les clubs, tous les clubs de tous les pays d'Europe s'arrachent les jeunes talents ouais. français ou les jeunes talents issus de la formation française. C'est un vrai plus d'être formé en France. Moi, je pense la formation, elle est vraiment bonne en France. Elle est complète. Ouais, Il manque rien. Et je pense que pour moi, ça m'a énormément servi. Le fait d'être formé dans un club aussi familial que Lille, qui, qui te protège, il m'envoyait pas en conférence de presse, il faisait attention, il te mettait pas sous le feu des projecteurs, ils m'ont vraiment couvé, ils m'ont vraiment porté le plus haut possible. Et après, ils m'ont dit, bah, fais, fais ta carrière, fais tes choix, et voilà. Et donc après, mais je pense que le fait d'être formé en France, c'est un vrai atout. Et c'est pas pour rien qu'on a une des meilleures nations du football mondial maintenant. c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de joueurs qui restent à la maison qui sont, entre guillemets, pas concernés par l'équipe de France à l'heure actuelle et qui mériteraient bien d'être en sélection, qui auraient le niveau pour être dans plusieurs sélections. Quand tu es au LOSC, le club finit troisième, sixième. Ça reste un classement très respectable pour un club français, et notamment le LOSC qui fait partie des gros clubs de Ligue 1. À quel moment dans ton esprit vient l'idée que le départ, c'est une option vraiment envisageable? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la saison où on termine sixième. Ouais, Le club avait besoin d'argent aussi quand on termine sixième parce qu'il n'y a pas de Champions League. Donc, le club a besoin de revenus aussi. ouais, J'ai des clubs qui sont intéressés, dont Paris. Et donc, j'ai la Coupe du Monde des moins de 20 ans en même temps. Et donc, du coup, là, quand les premiers contacts vers mars commencent à arriver, je commence à me poser la question, à me dire, ouais, pourquoi pas tenter quelque chose dans un club en restant en France, pas loin de chez moi, en gardant l'esprit famille, entre guillemets. Je voulais pas aller m'aventurer trop tôt à l'étranger ouais. et devoir apprendre une nouvelle langue quand j'étais pas forcément prêt. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, Paris, c'était vraiment le bon compromis, un grand club, et je pouvais continuer à apprendre le foot avec des grands coachs, des grands joueurs. Donc, non, non, je trouvais que c'était la bonne période et ça a aidé aussi le club, entre guillemets, pour avoir des fonds aussi. Donc, entre guillemets, tout le monde s'y retrouvait. Donc le club, même si tu n'as pas mis dehors, le club était Oh non, assez non, 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 content non. que... Ouais, non, non. Le club, ils ont été incroyables. Ils m'ont Ok, laissé, j'avais trois propositions. Ils m'ont laissé le choix de choisir le club où je voulais aller. Donc, d'accord. sincèrement, ils ont été plus que adorables et franchement, pour ça, ça a toujours été incroyable de voir ça dans le monde pro parce que je pense qu'à l'heure actuelle, plus personne ne fait ça. Ils te Ouais, disent pas, tu choisis. Non, tu vas là où il y a le plus d'argent. ouais, c'est clair. C'est là, moi, on m'a laissé le choix et on m'a dit, voilà, tu peux aller où tu veux et il n'y a pas de problème. Alors là, on arrive sur un virage important qui, moi, m'a toujours un petit peu questionné dans le sens où, déjà, toi, est-ce qu'on t'a beaucoup posé la question sur les raisons et les motivations de ton départ au PSG ou pas? Non. On t'a jamais posé la question de savoir pourquoi tu étais parti là-bas si jeune? Non, on m'a demandé pourquoi j'étais parti si jeune. Ça, Ouais, oui. Mais après, mes motivations, non. Parce que le projet est incroyable. Tu vas c'est chez le clair. champion de France avec un entraîneur qui était Carlo Ancelotti.
Bon, après, moi, j'ai pas eu de chance, il est parti tout de suite. Et après, il y a eu Laurent Blanc, mais après, l'équipe était incroyable, le projet était incroyable. Je pouvais rester en France. Ouais, comme tu l'as dit, ouais. J'avais 20 ans. Donc, non, après, peut-être que la marche était très haute tout de suite, mais après, ça fait partie aussi de se construire en tant que joueur et en tant qu'homme aussi. Donc, je trouvais ça cohérent, moi. Ok. Moi, je trouve ça cohérent parce que c'est clair qu'en France, quand tu es au LOSC, dans ce LOSC-là, pour aller sur une marche au-dessus, il n'y a pas grand monde non plus qui est en capacité de répondre à ces critères-là. Économiquement, c'est pareil, il faut pouvoir payer le transfert et le fait d'avoir Lucas Digne dans les rangs. Donc, c'est clair que les choix en Ligue 1, il n'y en a pas des masses. Mais moi, j'ai toujours eu, et c'est peut-être une mentalité trop française, ce côté, j'ai peur que les marches, ça aille trop vite. Et surtout quand je vois la suite de la carrière, où je vois comment tu as brillé à la Roma, qui, je trouve, par rapport au PSG en termes d'ambition, Ouais, c'était ouais. un peu intermédiaire, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de spoiler la suite de l'interview, mais jamais tu t'es dit, quand tu t'es retrouvé dans les échanges et dans les discussions, quand tu vois qu'il y a d'autres clubs, je sais pas quel autre club était concerné, c'est à toi de me dire si tu peux me dire, mais tu t'es pas demandé si Non, justement la marche était trop importante. j'avais Liverpool qui était sur moi à l'époque. Et la marche, elle est pas plus petite. Donc la marche, elle est pas plus petite et aller à l'étranger aussi. Donc Ouais, ça faisait, j'avais la Roma parce que Rudy Garcia venait de partir. Donc c'était ouais, non, pareil. c'est pareil. Mais Ouais, c'est c'était pas pareil. la Roma encore qu'il a construite juste après justement en faisant ce qu'il a fait avec le travail incroyable. C'était pas pareil et Paris, je me retrouvais aussi chez moi. Donc il y Ouais, avait c'est beaucoup de choses qui rentraient en ligne de mire. Et d'accord. je Et je me suis dit que c'était une bonne porte aussi pour l'équipe de France. Et je me suis pas trompé. Et tu t'es pas trompé. Et tu t'es pas trompé. Donc c'est Carlo Ancelotti quand même qui est là pour te recevoir au départ. C'est Non, avec lui en que tu as fait, des échanges? j'ai eu des échanges avec Leonardo. Ok, Et donc, c'était Carlo Ancelotti qui voulait me recruter. ok, Je l'avais rencontré au trophée UNFP. Et donc, du coup, après, Leonardo m'a appelé pour me dire que il allait quitter le club pendant un certain temps parce qu'il avait eu des problèmes. Et que le coach aussi allait partir. d'accord. Mais moi, j'avais déjà signé à ce moment-là. Donc, du coup, C'est un frein ou après, pas? Laurent Blanc. Oui et non. C'est pas la meilleure des manières d'arriver dans un Non, club, entre c'est guillemets. clair. Après, le club me voulait vraiment, le président m'avait montré toute son envie et je sentais aussi que Laurent Blanc voulait travailler avec moi. Donc, de ce côté-là, il y avait vraiment pas de problème. D'accord. Quand on quitte Lille, club aussi important soit-il en Ligue 1, et qu'on rejoint le PSG, ce PSG-là, qui est en train de grandir bah, à vitesse XXL, Ouais, c'est difficile de mettre les pieds là-bas ou pas au départ? ouais, quand même. C'est un autre monde. C'est un Ouais. autre monde. Moi, je quitte un club familial où on te couve et t'arrives pas dans un monde de requins, mais c'est un monde différent. Hmm. C'est un monde vraiment, ouais, tu touches le très très haut niveau. Et j'ai eu de la chance que Blaise Matuidi, les Nicolas Douchez, Christophe Jallet soient là pour moi. Parce que du coup, ils m'aidaient beaucoup au quotidien. Moi, j'arrive, 20 ans, t'arrives à Paris, waouh, quand même. Ouais. C'est, ouais, c'est complètement différent. C'est plus compliqué, oui, mais après, tu t'habitues vite. Les joueurs te mettent à l'aise et même les plus anciens, Ibra, tout ça, nous mettaient à l'aise aussi. Donc, tu t'es pas fait manger par l'ogre Ibrahimovic en étant un bon footballeur français. On est loin de tout Non, ça. non, 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 on est loin de tout ça. Franchement, dans un vestiaire, il est vraiment cool, il est vraiment drôle, il est avenant. Franchement, il tire le groupe vers le haut parce qu'il est très exigeant et sincèrement, ça aide. Quand t'es jeune, il va te tirer vers le haut, il va te booster au max. Et sincèrement, j'ai pas connu beaucoup de joueurs qui se plaignaient de sa mentalité en vrai. Ok. Oui, c'est vrai que les retours sont plutôt positifs en vrai. Ouais, ouais. Plutôt positifs. Sur ta première saison, sous les ordres de Laurent Blanc, 18 matchs disputés, 15 matchs sur 38 en Ligue 1. C'est pas si mal, franchement, pour un joueur de 20 ans qui signe dans un club d'une telle envergure pour la première fois avec la concurrence qu'il y a, parce que Monsieur Maxwell, faut le faire sauter. Ouais. C'est pas facile. Et t'es loin d'être le premier à avoir essayé et le premier à avoir échoué. Mais quand j'ai regardé de plus près cette première saison, il y a pas mal de matchs joués du coup, mais il y a, comment je peux l'expliquer, des intervalles
de temps où tu ne joues pas qui sont longs pour un joueur de 20 ans. Ouais, Je m'explique. Tu vas jouer un match, il va en passer 4 avant que tu rejoues ou 2 avant que tu rejoues. Il n'y a pas une continuité qui fait que tu non. aurais pu soit toi développer tes qualités, soit prendre confiance dans ce groupe, soit titiller Maxwell de manière plus agressive sur la Ouais, durée. ouais. Est-ce que tu as eu des discussions avec le coach par rapport à ça? Est-ce qu'il te dit pourquoi tu ne joues pas plus en dehors de la concurrence avec Maxwell? Est-ce qu'il y a des choses qu'il te reproche ou qu'il te Hmm, manque pour arriver à ce niveau? non, j'ai essayé d'en parler avec lui parce que c'est normal quand tu fais, t'arrives dans un club, tu commences, je jouais au début un petit peu, je fais une passe D, je rejoue pas pendant 2 matchs, donc je trouvais ça curieux. Donc je suis allé le voir, je lui ai posé la question, coach, pourquoi est-ce que vous m'avez pas permis d'enchaîner si j'étais bien? Et au final, j'ai pas eu de réponse distincte ou quoi que ce soit. T'as pas de vraies explications. Après, je travaillais à la vidéo, je faisais plein de choses avec le staff, mais au final, j'ai pas eu de vraies réponses. Après, tout simplement, peut-être et sûrement qu'il préférait faire jouer Maxwell, mais autant le dire et voilà, c'était pas plus mal. Donc ta relation avec lui sur la première saison, à ce que je crois comprendre, elle n'est pas dingue. Elle n'est Non, non, pas non, franchement, négative, elle n'est pas non, non, elle est négative, elle mais est très professionnelle. d'accord. Après, c'est le coach blanc, c'est pas un coach qui est très très proche des joueurs. Il est un peu en retrait. Il va déléguer à Jean-Louis Gasset, qui était très proche des joueurs, et donc avec lui, je faisais pas mal de vidéos, etc. Mais certains coachs sont comme ça aussi. Ils sont un tout petit peu plus en retrait. Ils vont parler, mais pas énormément très proche des joueurs. D'accord. Après, c'est pas forcément un défaut. C'est un trait de personnalité. Ouais. Mais c'est sûr que après, quand tu es jeune, peut-être que moi, je passais de Rudy Garcia qui était très proche à un coach qui était un peu plus distant et faut t'y habituer aussi. Ouais, c'est clair. Surtout à un jeune âge comme ça où Rudy Garcia était le seul coach réel que tu avais connu de ta jeune carrière Ouais, ouais, bien avant de sûr. partir au PSG. Euh, Première saison, du coup, tu l'as dit toi-même, dans un club de cette envergure, avec cet environnement-là. Émotionnellement, comment on finit une saison? Parce que finalement, tu es arrivé avec l'excitation de l'arrivée, la pression aussi de l'arrivée, la frustration de ne pas pouvoir forcément jouer autant, la découverte d'un nouveau coach, d'un environnement Paris Saint-Germain médiatique qui n'a, sans manquer de respect à Lille, pas la même ampleur. Tu finis sur les rotules ou tu finis excité? Si je me trompe pas, je finis avec la Coupe du Monde DA au Brésil. Mhm. Donc forcément, excité. Ouais, non, bah, non, tu relativises. Tu te dis, t'es dans un très grand club, j'ai 20 ans, je suis en train d'apprendre, j'ai la chance et j'ai tout mis en œuvre pour aller en équipe nationale jeune. Je fais la Coupe du Monde au Brésil, c'est juste une des Coupes du Monde les plus folles. Et Ouais. donc, du coup, voilà, j'ai 20 ans et je suis à la Coupe du Monde. Tu veux quoi de plus? Bah, c'est ça, en fait, qui est fou. C'est que moi, j'arrive pas quand je préparais l'échange avec toi, j'arrivais pas à avoir une idée. Je me disais, il doit vibrer. Il part, il fait sa première saison au PSG, il va en Coupe du Monde derrière. En même temps, je me dis, il était titulaire indiscutable si jeune au LOSC. Et au final, là, il est dans une concurrence compliquée au PSG. Ouais. J'arrive Après, de je me l'extérieur, dis, c'est dur de lire. c'est plus la deuxième saison, ça a été un peu plus compliqué. Quand je suis revenu de la Coupe du Monde, donc j'avais parlé avec Laurent Blanc, je lui ai dit que je voulais vraiment jouer parce que j'étais parti à la Coupe du Monde, ça m'avait donné énormément d'envie et énormément d'ambition aussi pour la suite. Et je lui ai dit que j'avais besoin de plus jouer cette saison-là. Et au final, je prends pas de vacances. Ok. Je dis, je prends pas de vacances, je reviens pour le Trophée des Champions directement. Donc, la Coupe du Monde se termine, je reviens, je fais la pré-saison et j'enchaîne tout. Et donc, je reviens pour jouer, pour débuter et commencer direct au taquet. Donc, je joue le Trophée des Champions, tout ça. Et après, au final, quand tous les internationaux reviennent des vacances, etc., bah, je vois que je joue de moins en moins. Et au final, bah, tu te dis, ouais, c'est dommage. J'essaie de tout mettre en œuvre, mais au final, le coach me laisse pas cette petite chance. Ou après, peut-être que mes performances lui plaisaient pas non plus. Mais voilà, sur cette deuxième saison, c'est sûr que j'avais un peu plus de regrets parce que j'aspirais vraiment à mieux. Quand tu lui dis, toi, que tu veux jouer plus, il te dit quoi? Non, il est d'accord avec moi. Il me dit Ok. que je vais avoir plus de temps de jeu.
parce Ok, que, parce que j'ai l'avenir devant moi aussi, qu'il faut, qu'il faut entre guillemets me construire et voilà, qui compte vraiment sur moi. d'accord. Bon, sur la deuxième saison, tu es sensiblement sur les mêmes bases, même s'il y a plus d'apparitions, parce qu'il y a les coupes aussi. Par contre, Ouais, dans ouais, les coupes, tu es vraiment utilisé encore plus que les saisons précédentes. Donc, tu as des matchs, finalement, parce que finalement, au PSG, il y a beaucoup, beaucoup de matchs sur une saison. ouais, ouais. Donc, tu arrives à avoir encore plus de matchs que la saison précédente. Là, c'est là qu'intervient, moi, ma question. Tu m'as dit comment ton envie de départ, elle se dessinait quand tu étais au LOSC. Comment elle se dessine quand tu es au PSG? Vers quel moment? À partir du mois de janvier, février, vers la fin, un tout petit peu avant la fin de saison, Ok, quand je vois que au final, mes attentes et celles du coach étaient complètement entre guillemets, il m'a dit qu'il allait me donner plus de temps de jeu, mais c'était pas le temps de jeu que j'espérais. Je voulais jouer des gros matchs, je voulais jouer des matchs importants, ouais. sans manquer de respect aux coupes ou etc., hein. Mais je voulais jouer, être important dans l'équipe et au final, c'est pas ce qui se passe. Donc du coup, je me dis, ouais, pourquoi, pourquoi pas essayer de partir quelque part où je pourrais avoir un statut important et être important dans l'équipe et avoir cette possibilité d'enchaîner les matchs et d'avoir un niveau constant. Et derrière ça, en plus, il y avait l'Euro qui arrivait en équipe de France, donc fallait que je décide quoi faire. Si je restais sur ces bases-là et avoir des performances qui pouvaient être en dents de scie, parce que c'est pas facile d'enchaîner les matchs tous les tous les 4 mois ou tous les 2 mois ou donc je voulais trouver quelque chose de consistant et j'ai eu le projet de Rome avec Rudy Garcia. Il y a sur tout ton temps au PSG, ce premier, parce qu'après, tu appartiens toujours au PSG, même si tu n'y es plus, mais Ouais, ouais. sur ce temps où tu es vraiment au club, il n'y a que la Roma qui t'approche. Parce que moi, quand je suis un club et que je vois un joueur de ce niveau-là, si jeune, qui part en plus en sélection et qui joue pas beaucoup, qui n'est pas titulaire indiscutable, bah, je vais tenter ma chance, forcément. Bah, Je en pense fait, que je à suis le partir seul à du voir ça. ouais, mais en fait, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait la Roma et que j'avais le feeling avec le coach, comme c'était Rudy Garcia, j'ai fermé toutes les portes. Ok. J'ai même pas voulu écouter mon agent. Je lui ai dit, écoute, je dis sincèrement, j'ai besoin de ça. Je peux pas l'expliquer, mais j'avais vraiment besoin de retrouver la confiance qu'il m'avait donnée et c'est cet aspect aussi important de pouvoir enchaîner les matchs. Et je savais qu'avec lui, au final, il m'avait entre guillemets jamais menti. Ça a toujours été droit quand j'étais bon, quand je l'étais pas, il me le disait aussi. Il savait me taper dessus, il savait me gérer. Donc du coup, bah, j'ai dit, vas-y, il faut que j'aille là-bas à tout prix. Et donc du coup, bah, Ok. je suis parti. D'accord. Dernière question sur ta période au PSG. Est-ce que sur le moment où tu y arrives, surtout, mais même tout au long de ton passage, quand tu rencontres ce groupe, les exigences, le niveau qu'il y a, qui était forcément, je pense, au-dessus de ce que tu connaissais au LOSC, tu te sens à ta place ou est-ce que tu te dis, il y a du boulot quand même? Non, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Parce que je pense que depuis tout petit, j'étais programmé pour faire du haut niveau et je m'étais programmé dans ma tête pour faire le haut niveau. Donc quand j'arrive là-bas, que je vois toute l'exigence que les Ibra, les Thiago Motta, les Thiago Silva mettent, je me dis, ah ouais, ça c'est vraiment, c'est ce monde-là. C'est ça que je veux et c'est comme ça que je veux travailler. Et donc du coup, non, je suis plus dans le fait d'apprendre et mais pas à me dire oh waouh non non je suis vraiment en mode robot et à vouloir apprendre à travailler. Ok. Bon, quand tu signes au PSG, tu me dis au début, tu as envie de rester encore en France, tu n'as pas envie de sauter cette étape-là qui est une étape majeure. Ouais, Et je trouve que la réflexion, elle est très juste et bien réfléchie. Quand tu choisis de rejoindre Rudy Garcia, là, on est dans une autre logique. Il y a ouais. d'autres besoins, mais tu es aussi un homme qui a 2 ans de plus et un joueur qui a 2 ans de plus. C'est dur de sauter le pas, de franchir la frontière française ou pas? Ouais, c'est dur parce que j'avais quel âge? Attends, Tu quelle avais année c'était? 22. J'avais 22, ça faisait 6 ans que j'étais avec ma femme. Ok. Donc ma femme fait des études Déjà 6 ans à que tu ce es avec ta moment-là. femme. Ouais. Wow. Ok. Donc c'est pas donc ma femme fait des études de droit, donc faut Ouais. trouver une école de droit pour pas qu'elle ait fait des études pour rien.
parce qu'elle doit valider son master. Donc à Rome, il y a aussi une école, donc on arrive à tout combiner. Donc du coup, elle peut terminer ses études en même temps. Donc tout se goupillait vraiment bien. Donc au final, le pas, il était pas forcément facile à sauter parce que bah tu quittes tout, tu vas apprendre une nouvelle langue. Mhm. Après, c'était un effort. On s'est dit, ouais, c'est une expérience de vie parce qu'on savait que c'était pour un an, peut-être plus après derrière s'il m'achetait. Mais bon, Paris avait mis une option d'achat tellement élevée que ça allait être compliqué pour rester. Donc du coup, voilà, on savait que c'était une expérience de vie, mais tout pouvait bien se goupiller. Et au final, si on apprenait la langue vite, c'était la seule barrière qui pouvait, entre guillemets, D'accord. nous D'accord. embêter. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en une phrase et en une explication, tu viens de tordre le cou à tous les préjugés de tous ceux qui pensent que les femmes de footballeurs, et je déteste cette étiquette, sont juste là pour suivre et subir les déplacements de leur mari. Tu as montré Ah, que ouais. madame était dans la Ouais. réflexion, Ah, madame était dans ouais, le ouais, non, projet. non. Non, non, madame, c'est la stabilité. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc non, ça, Chapeau. ouais, merci. Chapeau, C'est monsieur. chapeau à elle aussi parce que je pense qu'il y a des fois, on sous-estime un peu aussi le rôle qu'elles peuvent jouer et penser qu'elles sont là aussi que pour l'argent, etc. Alors qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont là depuis bien longtemps. Moi, j'avais rien quand elle était là, donc au final, Ouais. c'est un peu dommage qu'elles aient cette image de temps en temps. Je suis d'accord avec toi. Bon, alors parle-moi de ses débuts à Rome. Est-ce que, parce que le football, certes, tu m'as parlé de la langue, tu m'as parlé de l'aspect humain. Ouais, L'aspect humain, il est complètement différent. C'est une grosse étape de vie, il faut s'adapter. Sur le plan sportif, athlétique, l'approche du foot est différente là-bas, en Italie. ouais, ouais. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure des bienfaits de la formation française et du fait qu'elle soit assez complète. J'ai l'impression qu'en termes de travail tactique, au vu des retours que j'ai des joueurs, l'Italie, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Ouais. Bah en fait, j'ai été surpris d'une bonne manière. Je connaissais le coach, donc je connaissais ses manières de travailler. Mais je m'étais pas dit, ouais, peut-être qu'il a changé. Je me suis dit, non, les coachs, ça change pas trop. Non, le coach, il avait changé aussi. Il s'était adapté au pays. Il faisait de la vidéo, beaucoup plus de vidéos qu'on pouvait en faire à Lille. Tactiquement, on travaillait aussi énormément. Donc non, Mhm. c'est tout un nouveau monde Ok. et c'est super. Même, des autres, des autres habitudes qu'ils peuvent avoir. Par exemple, les lendemains de match, eux, ils vont travailler aussi sur le bas du corps. Alors que normalement, dans d'autres pays, on va plutôt récupérer, on va plutôt doser la charge de travail. Non, eux, le lendemain du match, ils vont travailler le bas du corps et ils vont te laisser te reposer le jour d'après. Donc, c'est des autres habitudes à apprendre, à s'acclimater, à ton corps aussi. Donc, non, c'est une très bonne expérience. Donc en fait, au-delà de la régularité, parce que moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est surtout un joueur qui, enfin, on parlait du rythme de tes matchs au PSG qui était souvent entrecoupés. Là, on trouve une régularité où tu joues, tu es titulaire indiscutable, tu joues tous Ouais, les matchs. ouais. Donc c'est enfin ce que tu mérites et ce qu'il te faut, surtout à ton jeune âge, pour vraiment t'adapter au plus haut niveau. Euh, Il n'y a pas que ça, en fait, que tu acquiers là-bas. Il y a aussi toute une mentalité différente, une approche du foot qui est différente. Ça te sert pour la suite? Ça a complètement révolutionné ta façon de voir le foot ou pas? Pas à ce point. Pas révolutionné, mais ça m'a, entre guillemets, je pense que dans une carrière, je la vois plus comme un puzzle, on va dire. Et Ouais. que chaque pays ou chaque coach ou chaque personne avec qui tu peux travailler, elle peut t'amener une pièce. Et à la fin, tu construis le puzzle que tu as envie, entre guillemets, c'était un de mes coachs à la formation qui m'avait donné cette image-là et je l'ai toujours trouvé vraiment super et vraiment pertinente. Et au final, je trouve que ça résume bien un peu le monde du foot. Si tu arrives à prendre chaque bonne chose dans chaque pays, dans chaque truc, ça peut t'amener énormément. J'aime bien la métaphore du puzzle. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. C'est la chance que tu l'as Ouais. travaillée. Elle est pas mal du tout. Je sais pas Ah si c'est non, pour franchement, l'interview. à 14 ans, on me l'a dit. À Ah ouais? 14 ans. Elle est vraiment Ouais. pas mal. Elle est très bien. Ok, on a parlé de ton arrivée au PSG dans un groupe qui était différent, où tu m'as dit que tu te sentais à ta place, prêt pour le haut niveau. Tu m'as parlé d'Ibrahimovic, qui te donne de la force. À la Roma, il y a d'autres. Ouais, des Il y légendes, a des hein? légendes aussi. Il y a des légendes. Il y a Monsieur Totti, hein, Ah quand oui, il même. y a le monsieur qui est là. Tu as la chance de Monsieur l'avoir De vu parce que Rossi, tous ouais. ceux à qui on Ouais. parle aujourd'hui, ils l'ont pas forcément tous connu, mais
Parle-moi un petit peu de la vie aux côtés de Totti. Comment il t'accueille? Comment c'est de s'entraîner auprès de Totti tous les jours? Comment ça se passe? Il t'accueille à bras ouverts. C'est sa C'est vrai? maison. Ouais. Non, c'est incroyable. Alors au début, j'avais un peu de mal pour comprendre parce que le romain et l'italien, c'est aussi différent. Donc le Mhm. romain, ils vont parler très vite, mâcher un petit peu les mots. Donc du coup, au début, il y avait De Rossi qui m'aidait un petit peu pour me traduire un peu quand Totti parlait et tout ça. Mais non, c'est juste incroyable. Il me dit, ouais, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, je peux t'aider et tout. Non, franchement, un grand monsieur. Ok. Toi, il a fallu que tu t'adaptes quand même parce que on l'a dit, tu es titulaire indiscutable, mais il faut que tu t'adaptes pour que ton jeu soit plus en adéquation avec ce que demande la Serie A ou pas? Ouais, bien sûr, faut que déjà tu sois beaucoup plus rigoureux défensivement. Tes Ouais. défenseurs en Serie A, les défenseurs, c'est une belle ligne, c'est faire très attention à l'alignement. T'apprends énormément quand t'es défenseur en Serie A et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière aussi parce que c'est des choses que tu gardes à vie dans le sens où c'est une exigence défensive qui est dupliquée et c'est vraiment, vraiment intéressant à vivre quand t'es défenseur. Tu galères à l'acquérir, ça ou pas? Ou c'est Non, une affaire parce de moi que et vraiment c'est. non, je pense que c'est une affaire de travail en fait, de motivation. Je faisais beaucoup de vidéos Ok. et à force de faire de la vidéo et de le travailler aussi sur le terrain, tu cogites après. Quand tu es en plein match, tu te dis, ah putain, non, faut que je le fasse parce que sinon la vidéo va me défoncer. Mais c'est des trucs bêtes, hein, mais c'est la vérité. Donc du coup, tu fais les 2 mètres en sprint pour te remettre bien. Donc du coup, non, c'est juste, faut que ça devienne un automatisme. Et au fur et à mesure, ça l'est devenu. Tu vois, même ça, la vidéo, c'est pour ça que je trouve franchement les échanges que j'ai avec vous, ils sont précieux. La vidéo, déjà, nous, en tant que grand public, longtemps, maintenant, il y a plus de lumière à porter sur le travail de l'ombre un peu des footballeurs et tout. Mais longtemps, on trouvait que c'était un peu. Déjà, on n'était même pas sûr que tous les joueurs s'y prêtaient. Ensuite, on n'y voyait pas forcément la vraie nécessité. Et souvent, les joueurs disaient, oh, la vidéo, c'est chiant. Il y en a encore beaucoup qui le disent, hein, que la vidéo, c'est chiant, que c'est Ah, barbant, c'est c'est. pas drôle. Ça, par contre, c'est pas drôle. Il y a des fois, ça peut être long, mais c'est tellement utile. Alors après, moi, maintenant, entre guillemets, j'ai 30 ans et je vois avec le recul. Mais quand j'avais 20 ans, bien sûr, je me disais, ah ouais, c'est pas drôle, tout ça. Mais au final, tu vois tellement tout ce que ça peut t'apporter. Tu dis, ouais, c'est quand même vraiment bien. Bilan de Rome. Rome, c'est régularité. C'est un coach qui t'aime et que tu aimes. C'est des fans. Tiens, parle-moi un peu des fans. Parce que la fanbase, C'est exceptionnel. Les fans, c'est exceptionnel. Tu vas en voiture en ville, les fans, ils essaient de rentrer dans ta voiture. Tu vas manger au restaurant, le propriétaire du resto, si t'as gagné le derby, il va se bagarrer pour t'offrir la pizza. Non, c'est incroyable, c'est une passion. Tu joues, euh, Tu joues le derby à 13h, à 10h30 devant l'hôtel, il y a 15 000 fans avec les waouh, fumigènes. Non, c'est non, fou. Rome, franchement, pour les fans, les tifosi, c'est quelque chose. Ok. C'est vraiment Là, quelque tu chose. m'as mis des frissons, j'ai envie d'y être. T'as de la Ah, chance quand franchement, même. T'as une belle vie, hein, t'as de la chance. beaucoup de chance, je suis un privilégié, franchement, je vais pas me plaindre. C'est bien que tu en sois conscient, t'as de la Non. chance. Parce que moi, quand je joue le dimanche matin, là, justement, je vais à Meaux pour jouer, je peux te dire qu'il n'y a pas la même ambiance. T'inquiète, moi quand je vais voir mon frère aussi. Ok, donc on l'a dit, je disais, l'ambiance c'est fou. D'ailleurs, c'est même plus gros qu'au PSG parce que, comment dire, il y a, euh, il y a beaucoup de fans du Paris Saint-Germain, mais on sent que la culture foot, la passion foot, c'est quand même un niveau supérieur quand on est à Rome et en Italie. Est-ce que toi tu le ressens ou est-ce que ça c'est un mythe? Non, tu sens vraiment la passion. Tu sens vraiment la passion des gens. Comme je te dis, avant chaque entraînement, il y a peut-être 100 ou 200 personnes qui Ouais. viennent, veulent t'arrêter, qui te demandent des autographes, ouais, qui sont Donc tout le toi, temps quand là, tu es en à Paris, fait. ça, tu le Ils ressens sont là. pas. C'est pas la même approche du tout, les supporters. Les supporters sont peut-être un peu plus distants avec le club. Alors après, je sais pas si c'est le club qui permet ou, parce que après, il y a aussi les questions de sécurité, etc. Ouais, Mais bien je sûr. sais à Rome, les gens, bah, comme je te disais, dans la voiture, ils essaient de rentrer dans ta voiture pour te faire un bisou. Tu donnais un maillot à une mamie. J'avais donné un maillot après un match, une mamie, à une petite mamie, elle pleurait.
Wow. C'est des moments qui te marquent, tu vois, même en tant que joueur, en tant qu'homme, c'est fort. Ok, ok. Bravo, monsieur, t'as vécu des trucs de fou, c'est incroyable. Bon, je disais, je vais finir par y arriver à ma question parce que chaque fois, il y a des éléments qui m'arrêtent. Ouais. Régularité, du coup, tu joues la Champions, tu joues le très haut tableau en Serie A en étant titulaire. Même si vous perdez cette saison-là en Champions, vous perdez contre le Real Madrid, si je dis pas de Real, bêtises. ouais, Ok, c'est en huitième, non? ouais, huitième. C'est en huitième, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, en huitième. Titulaire en championnat, 33 matchs sur 38, deuxième de Serie A. Alors, tu m'as dit que la hausse, la clause libératoire fixée par le Paris Saint-Germain, elle était beaucoup trop élevée pour le Ouais, prêt. elle était très, très haute. Je sais plus exactement à combien elle était, mais je sais qu'elle est très, très, très haute. Donc, du coup, ça ne vient jamais à l'esprit, avec la façon dont les choses se déroulent, que ce soit pour le club ou pour toi, qu'il y a une possibilité de te faire rester. Non, on a essayé. On a essayé, mais après, il y avait l'euro. Donc, du coup, Ouais. c'était compliqué. Et entre deux, il y a, il y a le Barça qui est arrivé. Donc, Ok. après, c'était le Barça, faut savoir, c'est mon club de rêve depuis que je suis tout Ouais, petit. tu l'avais dit, ouais. Donc, j'ai eu Luis Enrique au téléphone Ouais. pendant l'Euro. Donc, on a discuté. Il m'a, il m'a juste dit, moi, j'ai besoin d'un groupe de 20 joueurs, mais les 20 joueurs, je les fais jouer. J'ai pas de numéro un, pas de numéro 2, je les fais jouer les joueurs. Ok. Et tu auras des matchs, tu auras beaucoup de matchs. Donc, au final, la question, elle s'est pas plus posée que ça parce qu'au final, ma décision, elle était presque prise parce que le train, il passe qu'une fois et je voulais pas rater le train du Barça. C'était mon rêve d'enfant et voilà, Ok. je pouvais pas. Mm. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense même fan de la Roma, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut t'en vouloir, je pense, d'avoir pris cette décision. Bah, j'espère parce que j'ai passé, sincèrement, c'était une année, mais j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que je jouais au club. Je me sentais vraiment chez moi, tu vois. Et il Ouais. n'y a pas beaucoup de clubs où tu sens ce feeling-là. Et dans ce club-là, j'ai vraiment eu une année exceptionnelle avec tout le monde. Et on Ok. avait fait une très bonne année. Donc, Faut que j'accélère parce que on parle, vas-y. mais le temps il passe et t'as une vie quand même. Et madame, ça fait 14 ans qu'elle est là, elle va me gifler très rapidement si elle voit que c'est trop long. Non, elle est en train de coucher la petite, là. C'est mon D'accord. fils qui va me taper dans 5 minutes. Ok, je me dépêche. Question rapide, parce que j'avais dit, on n'aborde pas l'équipe de France, mais quand même, là, tu as vécu t'as vécu deux épisodes très importants de l'histoire de l'équipe de France quand même. Là, rien qu'au moment, au laps de temps où on est là, il y a eu la Coupe du Monde au Brésil, tu l'as dit, historique, génial, incroyable. Tous les joueurs Ouais. ont pu y aller. Et il y a cet euro en France, aussi très important pour l'histoire du foot français. Avant de parler du Barça, toi, tu ressors de ces deux expériences-là dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis qu'il y a une place à prendre pour toi et que tu te vois t'imposer en équipe de France? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis c'est très compliqué la concurrence, ça va être compliqué de s'y faire une place? Non, je me dis, les deux tournois majeurs, je les ai faits. Ouais, Que au final, je suis plutôt en bonne position et que je vais tout faire pour essayer de m'imposer. Donc j'essaie de tout mettre en œuvre dans cette optique-là et de tout donner en fait. d'accord. Donc toi, à chaque fois, ces deux compétitions-là, t'en ressors avec un bilan positif. Ouais, parce que Le fait d'y être déjà est positif. le fait d'y être, je, le fait d'y être est forcément positif. Tu fais partie des 23 meilleurs joueurs français et c'est exceptionnel. Que ce soit à 20, 22 ans, je me dis, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance-là à 20 ans et 22 ans d'avoir fait déjà deux tournois majeurs. Donc non, je me dis maintenant, j'ai 22 ans, il faut que je commence, il faut que je commence à jouer et que j'aspire à justement jouer plus régulièrement en équipe de France. D'accord. Bon, il se passe l'Euro. On connaît tous le destin. Ouais, J'ai pas besoin de raviver les souvenirs qui sont un peu douloureux parce que la finale fait mal, même si le reste est magnifique. Le reste est magnifique. Il faut le redire, le reste est ouais, vraiment magnifique. c'est vrai. Alors, il y a le Barça qui s'impose. Et le Barça, c'est vraiment la partie, pas la plus intéressante, mais où j'ai envie de creuser. Parce que le Paris Saint-Germain, j'ai compris les frustrations qu'il y avait et je m'en doutais. La Roma, j'ai compris l'épanouissement qu'il y avait et je m'en doutais. Pour le Barça, je me doute de rien du tout. Donc, j'ai besoin de tes lumières. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Tu arrives là-bas. Alors,
on va planter le décor parce que je sais que tu aimes les challenges, mais quand même, on va replanter le décor. Barcelone, ils te disent certes qu'il n'y a pas de numéro un, mais Ouais, là-bas, non, mais il y a quand même Jordi Alba, bien sûr. il y a quand même Jérémy Mathieu qui est aussi là, qui peut dépanner à ce poste-là. Tu vas avec l'ambition de détrôner ce monde-là, de t'insérer dans la rotation, tu vois plus long terme. Comment tu vois les choses? En fait, je vais là-bas, je sais qu'il y a Jordi Alba. Après, il n'y avait pas de débat. Jérémy Mathieu, Luis Enrique le considérait plus comme un Central? défenseur central. Hmm. Donc, pour moi, on allait, entre guillemets, se tirer la bourre à deux. Et voilà, après, j'allais tout mettre en œuvre pour jouer le maximum de matchs et pour montrer que, voilà, je suis là. Le coach m'a voulu. Et voilà, si je peux jouer des gros matchs et montrer qu'à 24 ans, je suis international français et pas pour rien et que, voilà, j'ai signé dans le club, dans le plus grand club du monde, bah voilà, je suis pas là pour rien. Donc, j'ai cette ambition-là. Et j'ai envie de réaliser mon rêve aussi. Donc, il y avait toute une atmosphère positive, entre guillemets, qui pouvait que me tirer vers le haut. Et donc, du coup, Ok. non, ma première saison, elle était vraiment cool. J'ai parlé de ton intégration au PSG, j'ai parlé de ton intégration à la Roma. L'intégration au Barça, quand on arrive sur ce terrain d'entraînement, au-delà du vestiaire, où déjà on a les yeux qui tournent un peu, Ouais. mais quand on arrive sur ce terrain d'entraînement et qu'on voit la balle qui fonce à 1000 à l'heure et qu'il n'y a quasiment pas de déchets techniques, est-ce que là, une fois encore, on se dit, il y a du boulot ou je suis à ma place? Ah, tu te dis waouh! Tu dis pas, tu te dis waouh! Non. Après, je suis arrivé en même temps que Samuel Umtiti aussi. Ouais. Et donc, on fait les taureaux, tout ça. Et on s'est dit, ouais, quand même. C'est quelque chose. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Techniquement, c'était impressionnant. Non, t'es obligé de te mettre au niveau. Tu te mets au niveau directement en mode, comme je te dis, en mode robot. Tu switches et vas-y. Tu donnes tout et voilà. Après, c'est comme ça. Nous, en fan, on se demande toujours si le plus haut niveau, c'est la sélection ou est-ce que c'est le club quand tu es dans un top club et que tu joues la Ligue des Champions, etc. Là, en termes de niveau technique, tu as été plus impressionné par ces quelques premières minutes que tu as vues à Barcelone que les premières minutes que tu as pu voir en équipe de France ou pas? C'est différent parce que je suis arrivé à Barcelone, c'était entre guillemets la Masia, tout était réglé depuis des années, tout est programmé, les entraînements sont les mêmes pour l'académie que pour les A. Donc c'était vraiment quelque chose de génétique dans l'ADN du club. Donc du coup, c'est tous les gens, ils sont prêts pour ça. En équipe de France, c'est différent, on n'a pas le temps de faire autant d'entraînements, de choses comme ça va être pas à la va-vite, mais tu dois t'adapter au calendrier qui est super chargé. Donc du coup, tu as moins le temps de travailler, tu fais plus attention à la récupération et à ces choses-là. Mais c'est vrai que à Barcelone, quand on est arrivé, qu'il y avait Iniesta, Messi, etc., c'était quelque chose. On prend Toi, tu n'as connu que des clubs majeurs aussi. C'est pour ça que c'est compliqué de te poser cette question-là. Mais est-ce qu'en arrivant au Barça, le côté là que tu viens de mentionner, hein, le côté Masia, côté travail grande échelle vraiment du club au sein du club, tu la prends la gifle de l'institution quand tu arrives ou pas? Parce que tu as quand même connu la Roma, toi. La Roma, c'est un peu le même niveau Ouais, ouais, non, non, d'institution. non, c'est une grosse institution, la Roma. Après, le travail qui a été fait en amont depuis des années avec l'académie de la Masia, je pense que il y C'est a plus fort. ouais, il y a très peu de clubs, je pense, dans le monde qui font ça et tu le sens tout de suite. Tu sens que même quand les jeunes montent, ils ont, ils connaissent les exercices, ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin que les coachs leur expliquent, ils savent déjà qu'ils vont faire la même chose que ce qu'ils font, mais à un niveau plus élevé. C'est juste, Ouais, la différence, elle est juste là. d'accord. Et c'est juste incroyable. Ouais, tu sens il y a rien au-dessus du club, quoi. Tu m'avais dit que le fait d'aller parler une nouvelle langue en Italie, c'était costaud, c'était un pas humain important. Bon, je vais pas rentrer encore une fois dans les réflexions avec la dame pour savoir comment ça s'est passé les Elle négociations. avait fini ses études, là. Elle avait tout validé. Donc là, j'étais tranquille. Là, on pouvait, là, on pouvait choisir tranquillement. Ok. Donc c'est plus simple. Ouais. L'adaptation pour toi en tant qu'homme là-bas, parce que je sais que c'est souvent très lié les deux. Pour être Ouais, ouais, performant bien sur le sûr. terrain, il faut être vraiment bien à la maison aussi. C'est facile. Là encore, nouvelle langue. En plus, la Catalogne, c'est pas l'Espagne. Comment Ouais, ça se passe? mais
dans le vestiaire, ça parle beaucoup espagnol. Donc, du coup, faut vite apprendre la langue. Je parlais déjà italien, donc c'est un peu similaire. Donc, fallait juste que je fasse pas trop d'erreurs à parler que italien. Donc, du coup, c'était juste ça un petit peu le problème. Après, j'avais déjà les bases de l'école aussi, donc Ok. ça m'a pas mal aidé. L'intégration du groupe, pareil, Très on a bien. entendu tout Ouais, et son contraire sur le Barça, on a entendu tout et son contraire sur Messi, sur les grosses têtes du Barça. Comment ça s'est passé pour toi? au top. C'est Franchement, au vrai, top. c'était simple? Ouais, c'était simple. Tout le monde fait l'effort de parler que espagnol dans le vestiaire. Donc, il y a Ah, c'est qu'une top. langue, c'est l'espagnol. Donc, déjà, rien que ça met tout le monde à l'aise. Et après, non, tout le monde était ouvert, tout le monde faisait attention. Les anciens, Gérard Piqué, même Messi, de temps en temps, faisait attention aux nouveaux, à savoir si on était bien, si on se sentait bien. Donc, non, non, franchement, tout est mis en œuvre pour que tu te sentes bien, que ta famille se sente bien aussi. Au club, ils font attention à ça parce que ils te le disent quand tu signes. Si ta famille allait bien, toi, tu vas être bien, donc tu vas être bon sur le terrain. Donc, ils avaient entre D'accord. guillemets tout compris et ça aide. Bon, on va faire une toute petite parenthèse parce qu'il y en a quand même en France maintenant qui l'ont un peu plus connu, donc ça fait moins extraterrestre. Mais Léo Messi, quand on l'a dans un vestiaire, est-ce qu'on ose aller le voir quand on est un international français qui est encore quand même jeune, t'es encore jeune à cette époque, jeune joueur, est-ce qu'il Non, y a je une lui approche facile ou pas? dis. Bon, après, une fois que tu es dans le vestiaire et que tu as des moments, entre guillemets, plus privés, on est plus dans une sphère un peu plus privée, il est vraiment tranquille. Et je vais te donner une anecdote. Je l'avais croisé, je croise sa femme à Disney. J'étais avec ma femme et ma famille. Et je la croise au restaurant. Donc, du coup, je vais lui dire bonjour. Ma femme lui dit bonjour, etc. Et 2 minutes après, je reçois un texto sur mon téléphone. Ouais, viens avec moi, viens manger. Je suis dans une salle à côté. Viens manger et tout avec ta femme et tout. Je suis avec ma famille. Je dis, hein. Je dis non, non, non. Je dis manger avec ta famille, profite. Je sais que t'as pas beaucoup de temps et tout. Je dis, mais on se voit dans 2 jours. On avait des jours de repos. Je dis, on se voit dans un jour et voilà, profite avec ta famille. Ok, Mais tu vois, c'est ok, quelqu'un de simple. ok, c'est important de le dire. Ok, surtout que son image, elle a été un peu écornée en France, c'est important de Non, remettre non. les choses dans leur contexte. Ok, bon, t'as pas été dans ce Barça, comment on va dire, en difficulté. Toi, tu as été dans un Barça qui se portait plutôt bien, dans un Ouais. Barça même qui fracassait Il tout le monde gagnait beaucoup. Ouais, avec la MSN, etc. On est conscient de la force qu'on a, parce que nous, de l'extérieur, on voit une machine de guerre. Mais quand on est à l'intérieur, on est conscient de la force en présence qu'on a ou pas. ouais, ouais. Quand on prépare les matchs, quand on donne le ballon aux 3 mecs de devant, on sait que c'est une machine de guerre. Tu sais que même quand tu perds 1-0, tu sais que tu peux, en 10 minutes, tu peux retourner le match. Tu le sais. Parce que tu as trois aliens devant et tu sais qu'il peut tout se passer. Donc, tu es toujours Ok. serein et tu es toujours confiant. Et en plus de ça, tu avais Iniesta au milieu de terrain. Donc, Ouais. non, Rakitic. Donc, Ouais. non, ça tournait trop bien. Revenons-en à toi. Toi, c'est 26 matchs joués, donc le coach t'a pas menti. Non. Dans ces 26 matchs, il y en a 20 comme titulaire. Donc le coach t'a vraiment pas menti. C'est pas des bouts de matchs que tu joues, c'est des matchs. Dans quel état d'esprit t'es à la fin de cette saison? Parce que, attention, en 3 ans, tu as vécu. Ouais, ouais, 3 ans. Coupe du Monde, transfert au Paris Saint-Germain, Coupe du Monde au Brésil, retour de Coupe du Monde sans vacances, départ à la Roma chargé avec un changement de cadre de vie, départ au Barça avec l'Euro qui a précédé. À la fin de ces 3 ans, comment tu te sens? Heureux. T'es pas Je me sens lessivé? heureux. Il n'y a pas de fatigue mentale, il n'y a pas. Non, franchement, je suis heureux parce que je suis là où j'ai envie d'être. Je suis à Barcelone, je suis international et j'ai la chance de vivre mon rêve. Donc, non, au final, je suis pas lessivé et je me dis là, je finis ma saison et elle s'est bien passée pour une première saison dans un grand club. J'ai eu beaucoup de matchs. Je me dis, ouais, ça part bien. Et après, bah, changement de coach, c'est différent. On te parle? Le coach, il te parle ou pas? Luis Enrique ou quand on a changé avec Ernesto Valverde? Quand vous changez avec Ernesto Valverde, il n'y a pas d'échange? Non, il n'y a pas d'échange. Parce que, comme je te disais, des fois, il y a des traits de caractère et on le voit tout de suite que c'est quelqu'un de très timide et très réservé. Donc, il parle pas beaucoup, Ok. même aux stars. Donc,
S'il parle pas aux stars, il va pas venir me parler à moi. Non, mais Ok. donc non, c'est au contraire, c'est même tout à son honneur entre guillemets. S'il parle pas aux stars, il va pas aller parler à d'autres joueurs ou etc. Donc du coup, je le prends pas mal, mais je vois que il compte pas forcément sur moi. Hmm, Et donc je me dis ouais, j'ai pas à la fin de saison, j'ai pas envie de revivre ça, de hmm. repartir encore dans une saison où je vais pas rejouer. J'ai besoin de me sentir important. Et, et c'est à ce moment-là où j'ai eu Marco Silva au téléphone de Everton et que je ne connaissais pas, mais qui fait tout son possible pour me faire changer d'avis parce que je pouvais rester au Barça. Valverde m'a dit qu'il comptait sur moi et qu'il voulait que je reste. Mais au final, les actes Ouais, qu'il avait eu pendant la saison ne me montraient pas qu'il comptait sur moi. ouais, Donc après, j'avais pas envie de perdre mon temps. Même si rester au Barça, c'était exceptionnel, mais je voulais vraiment jouer et vraiment être important. Donc du coup, j'ai dit, bah, je franchis ce cap et je vais en Angleterre. d'accord. Il y a une question que j'ai sautée parce que, et qui est importante. Je veux avoir ton ressenti parce que tu es français, parce que tu étais dans l'autre camp, et que du coup, la vision, elle est forcément différente. Il y a cet épisode de la remontada, il y en a beaucoup qui pensent qu'il oublie, mais tu l'as vécu de l'intérieur. Nous, on a la vision Paris a tapé Barcelone, Paris s'est liquéfié et a donné le match au Barça. Nous, c'est la version qu'on a. Ouais, ouais. Et tricherie. Je vais pas te demander Ouais, ton ouais. avis sur les plongeons de Luis Oh, Suarez, mais oh. la vision qu'on a en France, c'est ça. Vous, il y a ce Moi, j'ai match. une vision complètement différente, tu Ah vois. bah c'est pour ça qu'elle m'intéresse et je suis Ouais. impatient de l'entendre. Non, moi, j'ai une vision, c'est une masterclass du coach Ok, de Luis Enrique. Une vas-y, parle-moi de ça. masterclass. Le lendemain, quand on a perdu 4-0, Ouais, donc on perd 4-0 à Paris. Paris fait un match extraordinaire. Le lendemain, dans le vestiaire, donc on arrive, il nous fait une causerie, il nous dit bon les gars, on a perdu 4-0. Ouais, ok. Ils ont bien joué, on n'était pas dedans. Voilà. Il me dit Andrés Iniesta, t'as déjà gagné 5-0. Je lui dis ouais. Léo, t'as déjà mis 5 buts dans un match. Je lui dis ouais. Je dis bah alors on va le faire. Il me dit c'est possible. On aura un- une infime chance, mais il faut qu'on la saisisse. Et pendant sa causerie d'avant-match, il dit vous le savez les gars. Il dit le pourcentage, il est tout petit. Il dit, mais par contre, il dit, si tout se goupille bien et que vous faites les choses correctement, on va gagner. Et au final, ça c'est ça le s'est discours passé qui vous, comme tient- ça c'est le discours qui vous le tient. lendemain de match. Le lendemain de match, il tient ce discours avec un sourire positif. Il te sort, ouais, toi, t'as déjà gagné 4-0. Ouais. Et toi, Ah, t'as c'est déjà mis 5 buts. Ouais. incroyable. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et Alors que vous, après peut-être ça, qu'à vous êtes reparti. t'es reparti. Au final, tu te dis, mais c'est vrai. Il- Messi, il a déjà mis 5 buts. T'as déjà gagné 5-0. Et tu sais que c'est possible avec les trois extraterrestres de devant. Tu sais que tout peut arriver et qu'ils sont capables de mettre 5 buts. Après, bien sûr que tu te dis, ouais, c'est compliqué. Mais au final, quand le match démarre et que tu marques au bout de 10 minutes, il y a un 0. Et là, tout le monde y croyait, mais à 3 milliards de pourcents sur le banc et dans le stade, dans le vestiaire, tout ça, c'était le feu. Tout le monde y croyait. Il a réussi à allumer une flamme que je pense que personne ne pouvait imaginer. Mais il a fait une causerie incroyable. Donc on est plus dans l'aspect mental et dans le talent Ouais, que tout le monde vous c'est avait sûr. plutôt que dans une vraie préparation tactique. Bah après, il avait changé le système aussi contre Paris, Ouais, ouais. il me semble. Il était passé à 3 derrière. Donc il y avait ça aussi. Et on n'avait pas joué à 3 derrière avant Paris. Donc Ok, je te dis, c'est une masterclass. ok. Bravo. Bah, tu vois, j'ai bien fait de revenir sur cette question parce qu'elle Ah ouais. est, elle est dingue. Ok, bon, tu m'as parlé alors du coup on l'a fait en rapide, mais c'est bien. Tu m'as parlé du coup de ton rapport avec Valverde et qui n'était pas du tout le même et de ce qui t'a amené à quitter le club. Tu retrouves le même ressenti sur cette saison-là, la saison avec Valverde, tu retrouves le même ressenti que tu as pu avoir au Paris Saint-Germain où tu avais la frustration des actes qui étaient différents des paroles et d'une relation un peu plus distante avec le coach. C'est similaire un peu la sensation? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, elle est un peu similaire. Et en plus, je trouvais ça dommage d'avoir eu moins de temps de jeu parce que pendant la première saison, c'était vraiment cool et je m'entendais vraiment bien aussi avec Luis Enrique. Donc du coup, c'est vrai que son départ m'a mis un petit coup derrière la tête aussi. Avec ton approbation,
j'ai besoin qu'on aborde En plus, par les temps qui courent, elle prend encore plus de sens, cette anecdote qui est folle. C'est ce que tu as vécu à Barcelone pendant les attentats. Parce que figure-toi que moi, pourtant fanat de foot, j'avais oublié cette anecdote-là. Que Ouais, parce que monsieur, j'ai pas que voulu qu'on monsieur, en parle. que monsieur avait une cape de Superman et était capable de grandes choses. Alors, tu me dis que tu n'avais pas voulu qu'on en parle avant. C'est important parce que je suis là pour respecter aussi tes envies. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à en parler ou pas? Non, on peut en parler, ouais. J'ai refusé d'en parler pendant très longtemps pour respecter les personnes qui ont perdu des proches, tout simplement. Et pour D'accord. respecter aussi, je pense qu'il faut respecter aussi les personnes qui ont perdu la vie aussi dedans. Donc, pour te dire une anecdote, à Barcelone, la ville de Barcelone voulait me remettre un trophée, j'ai refusé. Ok. Et j'ai refusé tout simplement. J'ai refusé de faire des interviews, des milliers d'interviews, parce que je recevais des 500, 600, 700 WhatsApp Ok. par, par mois. Et je Ok. refusais d'en parler parce que c'est quelque chose, tu vois, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué aussi en tant qu'homme. Mais ouais, non, on peut en parler parce que je peux comprendre aussi que les gens se posent des questions. Et je trouve, entre guillemets, là, avec mon recul de papa, entre guillemets, j'espère que d'autres personnes pourront faire la même chose dans un monde qui maintenant, malheureusement, devient un peu trop égoïste à mon goût. Je trouve que les gens pourraient s'ouvrir un peu plus. Bah, déjà, d'une, merci pour la confiance, parce que ça veut dire que tu Pas te de sens en souci. confiance si tu décides de l'aborder, Ouais, donc bien merci sûr, beaucoup. Et on va le faire avec le plus de respect possible. pas de Euh, problème. alors dis-moi, on va remettre un peu de contexte. On est en août 2017, tu es Ouais. à Barcelone, à la Ramblas, pas loin d'où tu vis, il y a des attentats qui prennent place, qui ont lieu, il y a beaucoup de victimes. Est-ce que, et c'est là que je vais te laisser toi me raconter comment tu vis les choses, à quel moment tu prends conscience de ce qui se passe avant de décider de faire ce que tu vas faire? En fait, c'est... J'avais eu entraînement le matin, je suis dans mon appartement avec ma femme et on entend un énorme boom, Hmm. comme un crash de voiture. Et en fait, je regarde de la terrasse et je vois que le haut de la Rambla, en fait. On voit, Ouais. c'est caché par un bâtiment. Donc du coup, je vois juste une personne qui est par terre. Donc du coup, je me dis, ouais, il fait 40 degrés. Euh, la personne, elle a peut-être besoin d'aide. J'entends pas les sirènes, il y a rien. Je me dis, bon, vas-y, je sais pas. Je descends. Donc je descends de mon appartement. Je descends avec une bouteille d'eau. Ouais, je descends avec deux bouteilles d'eau et une serviette. Donc je descends. Et en fait, quand j'arrive, je voyais qu'il y avait juste une personne, un policier qui aidait la personne qui était allongée et tout ça. Et en fait, quand j'arrive là-bas, je vois que, au final, c'est pas une personne, en fait. C'est toute la Rambla, elle est décimée. Et donc, du coup, avec le policier, je l'aide avec l'eau. Donc, du coup, je décide aussi de remonter chez moi pour aller rechercher des vivres, de l'eau, des serviettes, des choses comme ça. Et en fait, en redescendant, là, il y a les urgences entre-temps qui avaient eu le temps quand même d'arriver. Et donc, du coup, ils essaient de m'empêcher de passer. Mais donc, du coup, je leur explique et le policier vient pour leur dire non, laissez-le, il est là, il m'aide et tout. Donc, du coup, je leur donne l'eau, etc. Et donc, du coup, après avoir vu tout ce massacre, je suis remonté parce qu'ils nous ont enfermés après, ils ont bouclé tout le quartier. Et donc, du coup, en fait, je savais pas du tout, j'étais pas conscient du tout de ce qui se passait. C'est quand je suis remonté chez moi la deuxième fois que là, quand ils ont fermé toute la Rambla, que là, on a su qu'il y avait des attaques terroristes. Et donc, du coup, après, dans notre petite résidence, il y avait d'autres Français qui étaient avec nous aussi, qui étaient des touristes en fait et qui sont venus se réfugier aussi. Donc du coup, on est restés tous ensemble. Donc voilà. Ok. Jamais pendant que tu vis tout ça, tu me dis, tu ne te rends compte de l'ampleur de ce que c'est, de ce dans quoi tu Non, mets les pieds. non, jamais je me suis posé la question de savoir si ma vie elle pouvait être en danger ou non, parce que en fait,
je, je faisais ce qui me paraissait le plus humain possible, en fait. Ouais. Je me suis dit, si je peux aider, bah, je suis de nature à aider les gens, donc je vais le faire. Donc là, il y avait personne qui était là. J'habite à côté. Je sais pas ce qui se passe, mais si je vais pas laisser quelqu'un qui a besoin de moi alors que je peux l'aider, quoi. Donc non. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Quand on vit ça, quand on est témoin de ça, qu'on voit que ce genre d'événement atroce arrive à deux pas de chez soi, comment on arrive à retourner à la vie normale et encore plus dans ton cas où finalement la vie normale, sans manquer de respect, hein, mais c'est d'aller jouer au football avec toutes les implications que ça comprend, mais d'aller jouer au football. Est-ce que c'est facile de retourner à la vie de tous les jours après ça ou pas? C'est bizarre. C'est Ouais, bizarre. J'en ai jamais trop parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose de bizarre de retourner au foot. Après, les nuits étaient plus compliquées. Tu cogites beaucoup, en fait. Tu cogites, tu te demandes ce que sont devenues les personnes que tu as aidées, euh, parce que t'as pas de nouvelles, tu sais pas. Donc, mhm, au final, tu te poses la question. Et au final, ouais, pendant un bon mois, ouais, j'avais du mal à bien dormir la nuit, ouais. ok. Après, tu relativises, tu te dis que quand j'allais au foot, c'était ma passion. Ouais. Et au final, t'as énormément de chance. Ça te fait relativiser aussi la chance que t'as et de dire, ouais, moi, je suis là, j'arrive à vivre de ma passion et je suis en bonne santé. Je vais pas m'attarder sur ce que tu as vu, ce que tu as. Je trouve que ça appartient aux gens de ce moment-là et je pense qu'il n'y a pas trop de positif à ressortir de tout ça, à part ce témoignage-là que je trouve précieux et qui, en plus de tes valeurs humaines, montre et envoie un message positif aux gens. Je pense qu'on aimerait tous que tout le monde se comporte comme ça si jamais nos proches enfin, étaient victimes d'attentats. Et C'est par les temps gentil. qui courent, je trouve que c'est important de partager ça. Euh, on va revenir au foot, mais merci beaucoup en tout cas de ce témoignage-là parce qu'il est précieux et il est C'est rare. Tu gentil. l'as souligné plusieurs fois, il est rare. Donc vraiment, merci beaucoup, Lucas. On va revenir au foot. On va essayer de manière un peu plus légère. Euh, Au moment où tu pars, tu laisses quand même tout ça derrière toi. Donc on parle de ces 2 années, on parle de la MSN et de la Champions, on parle de la remontada, on parle des années incroyables que tu as vécues à Barcelone et on parle de cet événement-là aussi. On a l'impression, en ayant parlé de ça, que ça, tu as l'équivalent d'une personne qui a vécu 10 ans à Barcelone, alors que finalement, c'est 2 ans et demi, 3 ans de ta vie. Euh, c'est ce que tu ressens au moment où tu pars. Ouais, c'était en version un peu accélérée. Et le fait qu'il y ait tout ça fait que j'ai une relation aussi spéciale avec les supporters de Barcelone. Ouais. Qu'on, Bah forcément, je sais pas sincèrement comment tout s'est passé, mais c'est sorti après, comme je te disais, c'est sorti dans la presse et donc forcément, bah les supporters du Barça m'ont remercié pendant des mois et des mois et des mois. Après, même encore aujourd'hui, si je vais à Barcelone, il y a des gens qui vont venir me serrer la main, me dire ah, merci et tout. Mais je pense que j'ai une relation spéciale avec eux pour le fait qu'on ait gagné des titres, le fait que ça se soit bien passé aussi pour moi, et le fait aussi pour qu'ils aient découvert aussi l'homme derrière le joueur. Et je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que, ouais, ça a pu paraître 10 ans, mais 10 bonnes années aussi. J'ai une dernière question dans cette interview. Après, je te laisse retourner à ton fils qui va me détester, mais Non, 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 t'inquiète. J'en fais pas beaucoup des interviews, donc bah, c'est il pour m'a dit ça. non, 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 non. J'en Il est au profite. courant là. J'en profite et tu me parlais justement de laisser voir un peu plus, entrevoir un peu plus l'homme qu'il y a derrière le joueur de foot. Et là, dans l'échange que j'ai avec toi, je sens que je suis, même en dehors du partage là que tu viens de faire, je sens que je suis privilégié, donc je profite en max. Euh, bon, tu m'as parlé du coup du coach qui te convainc de rejoindre Everton et il a pas chômé pour te convaincre de rejoindre Everton. C'est la première ligue, c'est un championnat que je sais que tu apprécies. On parlait tout à l'heure, quand on a parlé d'Aston Villa, de la période dans laquelle tu rejoins Everton. Du moment où tu signes,
Le club fait huitième, dixième et seizième, même si toi, tu pars l'année où ils finissent seizième. Le discours qu'il y a quand tu arrives à Everton, c'est qu'on veut aller titiller l'Europe, qu'on veut aller chercher l'Europe, je suppose. Moi, j'ai Ouais. toujours vu Everton et Tottenham comme étant un peu comme ça, Ouais, ouais. même si j'ai l'impression que sur les derniers temps, bah, c'est pas une impression, sur les derniers Ouais, temps, on a ouais, non. décroché. C'est pas les Est-ce dernières. que, est-ce que même si tu vis des choses fortes, parce que comme on l'a dit, tu as été capitaine, etc., tu as découvert la première ligue là-bas, il y a une déception, toi, en interne. Tu as le temps d'avoir une déception ou tu es trop impliqué dans la vie du club pour avoir ce sentiment-là? Qu'est-ce qui t'habite comme sentiment de ton aventure pendant que tu y es, au fur et à mesure des saisons? Pendant que j'y suis, la première saison, je suis super content d'être arrivé au club. On finit huitième. Je me dis, la première ligue, c'est vraiment compliqué. On est sur le bon chemin, on joue un bon football. La deuxième saison, quand on recommence, c'est un peu plus compliqué. Il laisse pas beaucoup de temps au coach. On change de coach. Il y a un intérimaire qui est mis en place. Ensuite, il y a Carlo Ancelotti qui arrive. Donc là, on reprend, on repart sur de bonnes bases. Il y a le Covid. On repart avec Carlo Ancelotti, tout se passe bien. Et fin de saison, on finit milieu de tableau. Mais avec le coach, on se dit qu'on peut aller loin, il peut avoir un mercato et qu'on peut aller chercher plus haut. Et au final, il part au Real de Madrid. Donc là, il n'y a personne qui peut lui en vouloir. Mais derrière, ça veut dire un nouveau coach encore. Donc du coup, je pense qu'il y a un manque de stabilité. Quatre coachs en 3 ans, c'est compliqué. Mm. Et après, comme je t'ai dit, j'étais en froid avec le coach Benitez. Donc du coup, bah après pour moi, je me dis que voilà, il y a un moment, c'est le moment de partir et je le sens et voilà, je prends cette décision-là. Lucas, merci. De rien. Avec Merci grand plaisir. beaucoup. Merci à toi. Merci Bah, à je toi. t'en prie, si tu me Et remercies de t'avoir franchement, invité dans cette non, je émission. te dis, non, non, je te dis, on continue parce que j'adore l'émission, j'adore ta franchise et la manière dont t'amènes les questions, tout ça, franchement, c'est top. Waouh, merci beaucoup. Les amis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de foot, d'autres anecdotes incroyables, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.